rising sun, World Championship Wrestling presents Japan Super Show 2! Sting and the Great Muta face the Steiners in an unforgettable action-packed match. Plus, the return of the American Dream, Dusty Rhodes. Japan Super Show 2! Only on pay-per-view. Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo review des shows du 4 janvier de New Japan Pro Wrestling. Show aujourd'hui appelé Wrestle Kingdom, mais qui portait différents noms avant cela. Show qui a commencé en 1992, incluant le partenariat avec WCW. Vous pouvez retrouver ce show, comme vous l'avez vu dans l'introduction, qui j'espère vous aura plu, en tant que WCW Japan Super Show, ou également comme Super Warriors in Tokyo Dome, voilà, qui a donc eu lieu le 4 janvier 1992. Mais avant de parler de ce show, on va parler un petit peu de 1991, remise en contexte, pour un peu mieux appréhender le show de 92. Donc en 1991, on a eu l'apparition dans le main event, de manière très affirmée, des trois mousquetaires, qui vont incarner New Japan Pro Wrestling par la suite, à savoir Masahiro Chono, Keiji Muto et Shinya Hashimoto, qui étaient déjà plus ou moins là dans le main event en 90. En 91, ils vont vraiment prendre possession du territoire grâce au G1 Climax 91, la première édition du show, où on va retrouver en finale Keiji Muto, qui aura fini numéro 1 de son bloc, du bloc A, et Masahiro Chono et Shinya Hashimoto, qui finiront à égalité dans le bloc B, se réaffronteront dans une demi-finale qui verra sortir Masahiro Chono comme gagnant, qui gagnera ensuite le G1 Climax. Et on a donc en top 3 de la compagnie Masahiro Chono en 1, Keiji Muto en 2 et Shinya Hashimoto en numéro 3. Donc on retrouve dans ce second tour entre guillemets, aucun des grands favoris du tournoi, à savoir dans le bloc A, Tatsumi Fujinami, champion WGP, qui a battu Ric Flair quelques mois plus tôt, ça devait être peut-être en février ou en mars, lors du premier show commun NJPW-WCW, dans le main event pour devenir champion poids lourd NWA. Donc Fujinami, qui était à l'époque le super champion du monde, puisqu'il y avait la ceinture WGP poids lourd et la ceinture NWA, la Big Gold Belt. Donc on ne retrouvera ni Fujinami ni Vader, pas besoin de présenter Vader, gros monstre, ex-champion NJPW. Et dans le bloc B, Riki Choshu, grande star, hyper populaire, également ancien champion IWGP. Donc la nouvelle génération a passé un cap en 91. Ce sont des main eventers clairs, mais ils ne vont pas réussir à devenir champion du monde lors de cette année, notamment lors du dernier show de l'année où il va y avoir des revanches. Riki Choshu va défendre son championnat intermédiaire, le G18, titre G18, qui est un titre créé par Inoki en même temps qu'un espèce de Hall of Fame qui réunirait les 18 plus grandes légendes du catch. Donc des grands noms, un type Inoki, Hogan, Lutez, André le Géant. Donc en même temps que ce Hall of Fame, Inoki a créé un titre intermédiaire,
que Shoshu va défendre avec succès contre Hashimoto. Et Fujinami, lui, va conserver le titre poids lourd IWGP contre Masahiro Chono lors du dernier show de l'année. Et à la fin du show, Shoshu va venir féliciter Fujinami. Et on verra même Inoki venir dans le ring pour féliciter ces deux poulains. Genre, bravo les gars, vous avez résisté. Donc, la nouvelle génération, les Trois Mousquetaires, arrivent telle une vague inarrêtable. Mais à la fin de l'année, les vieux résistent encore, les papis font de la résistance. Et c'est pour ça qu'on aura le main event du show qui opposera Riki Shoshu et son titre G18 contre Fujinami et son titre poids lourd IWGP. Donc voilà. Si jamais vous voulez regarder ce show, vous pouvez le retrouver sous 2 formats différents. Le format classique, c'est-à-dire un show de 12 matchs. Donc le show comporte 12 matchs. Un show qui a été clippé, enregistré et clippé par WCW qui l'a ensuite diffusé, mais cette fois qui ne comporte que 7 combats. Parce que forcément WCW n'allait pas diffuser le show en intégralité, puisqu'il y a des lutteurs japonais qui ne sont et qui ne vont jamais apparaître aux États-Unis. Donc WCW avait aucun intérêt à diffuser des combats de lutteurs que les Américains ne connaissaient pas et ou ne verraient jamais. Donc voilà, vous avez 2 formats à suivre. Donc on va commencer avec l'opener, Hiroyoshi Yamamoto contre Black Cat. Un chouette opener, 2,5 je mets. Chouette à suivre, un petit match 12 minutes je crois, 12-13 minutes. Un bon opener court et dynamique. Yamamoto vend bien la différence de gabarit avec Black Cat. C'est un match qui commence bien avec Yamamoto qui, au vu de sa différence de gabarit, sait qu'il va avoir du mal contre Black Cat, donc il jette toutes ses forces dès le début du combat. Il va lui mettre plein de power moves, il va essayer de récupérer la victoire très tôt, mais il va pas y arriver. Et Black Cat va revenir de par son plus gros physique. On a toujours vendu la différence de physique chez NJPW, c'est toujours le cas aujourd'hui avec les junior heavyweight qui battent très rarement les poids lourds. Donc voilà, et le public qui prend parti de Yamamoto petit à petit au fil du match, qui les a surpris au début du match, donc ça a créé quelques bonnes petites pop. Black Cat a pris l'avantage et Yamamoto a réussi quelques near fall pour mettre en avant son côté fighting spirit. Il en prend plein la gueule, mais il continue d'essayer de survivre, de s'accrocher, etc. Et c'est ce côté guerrier qui est très apprécié, qui a toujours été apprécié par le public japonais. Et même si au début du match, les fans ont un petit peu rien à foutre de Yamamoto, eh bien, ils vont prendre son parti au fur et à mesure des matchs, jusqu'à avoir envie de le voir gagner. Mais au final, c'est Black Cat qui a quand même gagné ce combat. Chouette match, chouette opener qui remplit bien son rôle, chauffer le public. Donc c'est vraiment bien. Comme début de show. Derrière, on va avoir un match filler dont je ne vais pas parler. Oshino et Kimura contre Kobayashi et Kido. Voilà, un match vraiment sans intérêt. Il n'y a rien à dire sur ce match. Un bon filler. Un bon filler. Ça sert à rien comme filler, mais voilà. Derrière, on a un 6-man tag avec les cruiserweight. les poids légers, pardon. Les junior heavyweight, voilà. Entre Onaga Saito et Strong Machine contre Nogami, Aoyagi et Jushin Liger. Les stars du match, Liger bien évidemment. Alors le match est solide, 3 contre 3. RAS, cela dit. Rien d'exceptionnel dans ce match. Mais on voit vraiment que Liger est la star incontestée des junior heavyweight. Personne n'y arrive à la cheville en termes d'overness. Même pas Nogami et Onaga qui sont les deux qui ont partagé le titre junior heavyweight avec Liger durant l'année 91. Et qui sont les Inkei numéro 2, numéro 3 derrière Liger, mais aucun des deux ne jouit d'une popularité qui peut ne serait-ce qu'être comparée à celle de Liger. Voilà. Donc match sympa, dynamique, pas mal de spots assez sympas à regarder. Chouette combinaison sur un powerbomb avec Onaga et Saito qui défoncent leur adversaire, c'était vraiment super. Donc voilà, petit 2-3 quart 3. Le match, j'ai vu ce match sous un format un peu clippé. J'ai eu un format de 9 minutes sur un quart d'heure. Voilà, c'est le seul match que j'ai pas pu voir en intégralité.
Voilà. Derrière, on a un match WCW contre NJPW. Premier format. Et ça va rarement être une réussite dans ce show. Je préfère vous le dire tout de suite. Les Enforcers, Arn Anderson et Larry Zbyszko vont affronter Ohara et Koshinaka. Dans un match auquel je mets 2 étoiles. C'est vraiment décevant. Alors le match est un peu lent, il se passe pas grand chose. Ce qui ne me dérange pas personnellement, mais ce qui me dérange un peu, c'est l'espèce de manque de continuité dans le match, peu de fil conducteur, tu vois pas trop où est-ce qu'ils veulent en venir. Le début de match est plutôt sympa, il y a une espèce d'idée de Larry Zbyszko est le lutteur le plus faible du match. Il a du mal à rivaliser avec ses adversaires, il passe un peu pour une brêle parfois. Alors que quand il réussit à faire le changement avec Arn Anderson rivalise très largement avec les 2 autres, c'est souvent très accroché. Et quand Anderson réussit à lancer une domination et à faire le changement avec Larry Zbyszko, là Zbyszko peut commencer à travailler ses adversaires. Donc le début de match est plutôt intéressant, avec Zbyszko qui est un peu le maillon faible du match, donc c'est plutôt bien. Mais au bout de quelques minutes, en fait, ils vont arrêter ce fil conducteur là, on ne sait pas trop pourquoi. Je pense que c'est dû à un manque de communication, des problèmes de communication avec les lutteurs japonais qui, je pense, ne parlent pas anglais et c'est donc un peu difficile. Notamment un moment dans le match un peu bizarre, un peu dérangeant où alors je sais plus qui repousse Zbyszko dans le coin et il y a une espèce de moment de flottement qui dure 2 ou 3 secondes et tu sens que les deux savent pas trop quoi faire. Donc en fait Zbyszko va juste prendre son adversaire et l'emmener dans le coin d'Anderson pour faire le changement et passer à autre chose en fait. Et voilà, c'est un peu un manque de construction et c'est quelque chose qui va souvent revenir lors des confrontations WCW, NJPW. Espèce de manque de communication et le fait que les lutteurs japonais sont pas tous très au point avec le catch US et vice versa, les lutteurs américains sont pas très au point avec la lutte japonaise et ça donne des match-ups qui sont pas toujours très très cool à voir, notamment le match suivant qui oppose Kim Duke et Masa Saito contre les Rhodes, qui est un gros dud pour moi. Il n'y a rien à sauver dans ce match, hormis un truc, c'est la première rentrée de Dusty Rhodes dans le match. Avant ça, on a un face-à-face, un échange entre Kim Duke et Dustin Rhodes, connu sous le nom de Goldust pendant de longues années, qui va être très dérangeant à regarder. T'as vraiment l'impression que ça ne matche pas du tout entre les deux. Ils sont partis dans une espèce d'enchaînement un peu rapide, mais Kim Duke a pas du tout la condition physique pour réussir un truc pareil. Et Dustin Rhodes n'a pas du tout la qualité technique pour réussir les enchaînements dans lesquels il se lance. Et ça donne un très long moment de gêne. Voilà, le premier bon moment du match, le moment sympa, c'est l'entrée de Dusty Rhodes. Et qui demande à Kim Duke de faire le changement à Masa Saito qui a une petite renommée aux États-Unis parce qu'il a catché un peu là-bas. Peut-être qu'il y a eu une feud entre les deux, c'est pour ça que Dusty demande à Saito de rentrer. Et Dusty Rhodes flamboyant un peu dans le match. Et ça marche bien la première fois qu'il essaie d'haranguer la foule de cette manière-là, mais ensuite, c'est pas quelque chose qui fonctionne toujours très très bien. Je pense que si ce match-là avait eu lieu aux États-Unis, on aurait eu une ambiance de dingue. Mais là, ça n'a pas toujours très bien. Le public n'a pas toujours été très réactif à ce genre de choses. Donc voilà, il ne s'est pas passé grand-chose. Premier dud du show, ça va pas être le seul. Cela, on va avoir un enchaînement de 4 matchs absolument horribles. Je crois que c'est la pire suite de matchs que j'ai jamais vue. Derrière, on va avoir Tony Holme contre Scott Norton. Tony Holme, c'est le lutteur qui va incarner Ludwig Borga chez WWF en 1993. Je m'attendais à être surpris dans ce match parce que Holme / Borga, ça n'a jamais été un excellent lutteur, mais je l'avais vu contre Shinya Hashimoto dans un espèce de match un peu shoot style. Donc, je me suis dit contre Scott Norton qui est un gros lutteur stiff, je m'attendais à être un peu surpris. Je me disais qu'il pouvait emmener le match sur un terrain un peu inattendu. Au final, pas du tout. Un match très lambda
auquel je mets 1 étoile. Le seul intérêt du match, c'est la stiffness de Scott Norton. Sinon, absolument pas un match à voir. Et le match qui va suivre est exactement pareil. Shinya Hashimoto, mon lutteur favori de tous les temps. Mon lutteur japonais favori de tous les temps. Contre Bill Kazmaier. Je vais passer, parce qu'en fait j'ai rien à dire sur ce match, 1 étoile. Et derrière un nouveau dud, Big Van Vader, voilà, contre El Gigante, sûrement le pire match de Vader en toute sa carrière. Alors El Gigante a toujours été limité, c'est pas de sa faute, le mec fait 2m40, donc voilà. Mais je me disais que Vader pourrait, enfin était capable de réussir à faire quelque chose d'El Gigante, mais au final je pense que c'est plutôt le booking qui a voulu qu'il ne s'est rien passé. C'est un match très court et qui va finir en double compte sur la rampe. Donc voilà, pour protéger les deux, mais au final c'est vraiment un mauvais match. Derrière un match qui fait du bien, un enchaînement de 2 matchs qui vont faire beaucoup de bien. Antonio Inoki remonte sur le ring et va affronter Hiroshi Ase. Dans un match que je note autour de 3 étoiles, 3-3 un quart, c'est vraiment un bon match. Sans non plus partir dans... C'est pas non plus un match qui se voulait hyper ambitieux, mais c'est un match solide. Je pense qu'ils ont pas voulu trop en faire parce qu'Antonio Inoki devait avoir pas loin de 50 ans, je crois, à l'époque. J'ai regardé tout à l'heure, mais je me souviens plus de l'âge exact, mais ouais, il est pas loin il est autour des 50 ans. Donc voilà, Antonio Inoki qui a décidé d'affronter Hiroshi Ase, je pense, parce que étant donné ses limites de l'époque, affronter un des meilleurs lutteurs, ça évite d'avoir un match absolument horrible. Et Hiroshi Ase était l'un des meilleurs lutteurs à cette période-là. Je pense même qu'il était le meilleur lutteur de l'année 91 pour NJPW. Ce sera ensuite un excellent lutteur. Et d'ailleurs, je me demande pourquoi Ase n'est jamais devenu une star chez NJPW. Si vous avez la réponse, pourquoi il n'a jamais été booké en main event de manière régulière. Parce que franchement, quand je vois les pops que recueille Ase et sa qualité in-ring, je me dis qu'il avait tout pour faire si pas un champion poids lourd, un excellent main eventer. Alors je sais qu'il va partir faire de la politique au milieu des années 90. Peut-être que c'était déjà prévu en 1992 et c'est pour ça qu'ils n'ont pas déclenché un push. Mais voilà. Les deux lutteurs au départ hyper populaires, donc Inoki pas étonnant, mais Ase récolte de belles pop. Enfin d'excellentes pop même, étant donné qu'il est en face d'Inoki. Donc beaucoup de respect au départ entre les deux, et puis au fur et à mesure Ase va prendre l'avantage sur Inoki, lui porter des power moves, et on sent qu'Inoki est en difficulté. C'est là que le public va se mettre à encourager Inoki de manière instinctive. Ils vont tous se rallier à la cause d'Inoki, ce qui va irriter un peu Ase. Et Ase va camper un personnage de plus en plus heal dans son match, et ça fait une construction de match assez sympa, je trouve. Donc voilà, on finit sur une victoire d'Inoki évidemment. Et derrière, on va passer sur le match à retenir du show, c'est-à-dire les Steiner Brothers, contre Sting et le Great Muta, que je note à 3,5. Si jamais vous faites des recherches sur ce show et sur ce combat, vous allez certainement retrouver ce match bien mieux noté, autour de 4 un quart très certainement. Parce que c'est un match qui a un côté spot fest. J'ai toujours eu un problème avec les spot fest. C'est pas trop ma cam, mais il faut quand même reconnaître que celui-ci est d'une très bonne facture, donc je mets 3,5. Mais voilà, c'est quand même un spot fest et ça a tendance à assez mal vieillir. Voilà, donc manque de selling par moment dans le match, forcément c'est un spot fest. Donc voilà, le meilleur match du show, limite un 5 star à côté de tous les autres. Donc voilà, c'est le match que je recommande à voir sur le show. Sinon les autres sont quand même assez dispensables. Et on va finir avec les deux main events. Lex Luger va affronter Masahiro Chono pour la ceinture poids lourd de WCW. Donc c'est un match assez lent, pas très intéressant malheureusement. Voilà, c'est un match que je vais noter à 2 étoiles parce qu'il ne se passe pas grand chose. L'exemple typique de ce que je disais tout à l'heure entre le manque de... Ça clique pas trop entre les lutteurs WCW et les lutteurs NJPW.
Parfait exemple, on verra ça également un peu plus tard dans l'année. Le G1 Climax 92, la deuxième édition, va opposer des lutteurs WCW et des lutteurs NJPW pour déterminer qui sera le nouveau champion NWA. Ceinture qui a été rendue vacante suite au départ de Ric Flair l'année d'avant pour WWF. Et pareil, le manque de communication et le fait que les lutteurs japonais ne seront pas habitués au catch japonais et que les lutteurs japonais ne sont pas habitués au catch US, ça va faire une espèce de rendu pas terrible, notamment la finale. Alors moi j'aime bien la finale parce que j'adore les deux lutteurs, c'est-à-dire Masahiro Chono contre Rick Rude. Et voilà, Rick Rude va beaucoup jouer sur son personnage flamboyant. Ça rend un petit peu moins bien au Japon qu'aux États-Unis. Et là, Luger, il a pas, ça n'a jamais été le lutteur de l'année, Lex Luger. Mais par exemple, lors du meilleur match de sa carrière, je pense que c'est associé à Sting contre les Steiners. Dans je sais plus quel show WCW, ça doit être en 92 aussi, ou 91. Où en fait le match se déroule sur un très gros rythme et en fait Luger a juste à apporter ses gros moves, un peu comme Baron Corbin. Alors que là, dans un 1v1, il a besoin de construire quelque chose pour exister. Il a besoin de raconter une histoire et c'est pas l'un de ses points forts, Alex Luger. Masahiro Chono fait pas une belle perf individuellement, donc ça fait un rendu assez faible. Donc voilà, 2 étoiles pour le co-main event, c'est pas terrible. Et le vrai main event du show est lui aussi pas terrible, j'en parlais tout à l'heure. Tatsumi Fujinami contre Riki Choshu, ceinture contre ceinture. Voilà, c'est quand même un meilleur match, donc je lui mets 2-3 quarts. 2-3 quarts 3, mais on va rester à 2-3 quarts. Match décevant, c'est un match qui monte quand même crescendo, ça commence lentement. Puis ça monte. Mais au final, ça va jamais atteindre des sommets auxquels on aurait pu attendre. Sachant qu'ils ont fait beaucoup mieux par le passé parce qu'il y a une grosse feud entre les deux. Enfin, il y a un gros passé entre les deux en tout cas. Tatsumi Fujinami qui a toujours été le babyface adulé par la foule et Riki Choshu qui a été le premier rebelle de l'histoire du catch japonais. Le premier à s'être opposé à Inoki et Fujinami. Inoki qui était la grande légende, le créateur des NJPW, et Fujinami qui était un peu son élève, son disciple. Et Choshu qui s'est opposé à ces deux-là durant les années 80 et qui est devenu hyper populaire ensuite. Et malheureusement, ça va pas avoir un rendu terrible dans ce match. Voilà. Certainement parce que Fujinami aussi a eu une grave blessure durant la fin des années 80. Une blessure au cou. Et il va passer toutes les années 90 à pas aérer non plus en peine, mais il va avoir un niveau de match moyen beaucoup plus faible que durant les années 80. Et Riki Choshu a jamais été un lutteur hyper exceptionnel. C'est un lutteur qui a besoin de lutter sur un rythme très élevé, à mon avis, parce que c'est quand même un bagarreur. Hein. De base, c'est un gros brawler, coup de poing, coup de pied. Et voilà, donc, du coup, la construction du match ne va ni à l'un ni à l'autre. Et donc voilà, ça fait un rendu pas terrible. Donc j'ai vu que pas mal d'entre vous étaient plutôt hypés pour la review du show. Donc voilà, désolé, hein, ça va être un show que je vais noter assez faiblement. Je vais mettre 2,5 sur 10. Voilà, parce que c'est quand même l'un des shows les plus mauvais que j'ai vu de toute ma vie. Si jamais ça va trop bien dans votre vie, vous pouvez regarder le show en intégralité. Par contre, voilà, si vous voulez pas vous embêter, regardez juste le tag entre les Steiners contre Sting et le Great Muta. Éventuellement, si vous voulez vous faire un second match, vous pouvez regarder Inoki contre Azé. Mais sinon, tout le reste du show est dispensable. Tout le reste du show est vraiment dispensable. Je vais dire peut-être un troisième match, mais au final, non, même pas. Oui, à la limite, le six-man tag avec Liger. C'est plutôt pas mal. Donc voilà pour cette première review des shows du 4 janvier de New Japan Pro Wrestling. J'espère qu'on a commencé par le plus mauvais show et que ça va monter ensuite. J'ai pas vu tous les shows du 4 janvier. Je crois que j'en avais vu. Avant de commencer cette série, parce que j'en ai vu quelques-uns, j'avais vu, je crois, 2 shows. J'ai vu 97-98. Et par contre, j'avais vu tous les Wrestle Kingdom.
Donc voilà, on va faire la série, on va revenir jusqu'en 2019. On va reviewer tous les shows. Voilà, il y a déjà 2020 qui est sur la chaîne. Donc voilà, c'est sur cette petite note que je vais vous laisser. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo, de venir discuter sur Discord, c'est toujours sympa. Donc voilà, likez la vidéo, abonnez-vous, laissez des commentaires ce que vous avez pensé de la review, du format. S'il y a des matchs que vous allez regarder, si vous avez déjà vu le show, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, pas d'accord. Donc voilà, c'était Akamroshi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ce sera TOW 2016, on va reviewer, enfin on va pas reviewer, on va rebooker la fin du mois d'août 2018 chez WWE et on va se booker SummerSlam. Voilà, je vous dis à bientôt tout le monde, salut.